Merci de prendre le rendez-vous de l'information en direct du Palais des Gouverneurs. Mesdames et messieurs, c'est le journal sur Télé Hémicycle. L'examen et l'étude du projet de loi de finances gestion 2024 désormais en ligne de mire dans l'optique de mieux entamer cet exercice, cadres et responsables de l'administration parlementaire prennent part à cet effet à un séminaire depuis lundi à Grand Popo. Les détails dans cette édition. Séance de sensibilisation des populations de Missérété sur le cancer du sein. C'est une initiative de la clinique Saint-Joseph de la localité. Les précisions dans un instant. Que représentent les fertilisants naturels dans le développement de l'agriculture bio? Pour en savoir davantage, Latifou Boni nous conduira dans les méandres de cette pratique adoptée par les producteurs. Ce sera en page magazine. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. L'ouverture de la session budgétaire est pour le 31 octobre prochain. Les structures du Parlement s'activent pour être prêtes à bien aborder et accompagner les élus dans l'examen et l'étude du projet de loi de finances gestion 2024. À ce titre, des cadres et responsables de l'administration parlementaire prennent part à une retraite depuis lundi à Grand Popo. Une retraite dont le lancement a connu la présence effective du président de l'Assemblée nationale. C'est une retraite de 5 jours qui démarre sur une sobre cérémonie. La session budgétaire est un tournant chaque année important pour le Parlement et cette retraite devra aider à aborder cet important passage, assure le directeur de l'UNASEB qui donne des détails sur les participants et le programme qui les attend. Les 5 jours d'intenses travaux de cet atelier seront consacrés à des échanges interactifs sur les différents points relatifs au projet de loi de finances gestion 2024. Au cours de cet atelier, il nous sera présenté 8 communications par d'éminents experts. C'est pourquoi les participants sont identifiés par rapport aux résultats escomptés et en fonction de leur expérience et rôle dans le dispositif d'examen et de vote du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances, dont l'étude s'annonce, prévoit des lignes pour plusieurs domaines. L'UNICEF, partenaire de l'UNASEB dans cette activité, espère renforcer les lignes prévues pour les enfants et les autres personnes vulnérables. L'UNICEF qui reconnaît tout de même des efforts de la part de l'État, surtout du Parlement béninois. Ces plaidoyers ont contribué à l'accroissement du budget des secteurs sociaux qui est passé de 32,6% en 2019 à 46,8% du budget de l'État en 2023 pour une cible initialement de 36,7% prévue dans le plan national de développement et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais malgré ces avancées, les défis qui demeurent sont liés quand même à la faiblesse de la part de la santé dans le budget de l'État. 5,3% pour une cible nationale de 7,2%, en sachant qu'il y a une recommandation de l'OMS de moins 10% et 15% pour l'accord d'Abuja. Parlant de l'objectif général de la retraite, le président de l'Assemblée nationale s'est d'abord interrogé. Combien sommes-nous à l'Assemblée avertis des questions de finances publiques pour lire convenablement le budget et en liant cette problématique à celle du taux de renouvellement des députés de la 9e législature, il n'est point besoin de rechercher ailleurs la pertinence et l'opportunité du présent atelier. Cet atelier va aider à traduire aux députés dans un langage simple les différentes composantes du projet de loi exercice 2024.
des composantes comme celles qui touchent au genre et à l'enfance, par exemple. Troisièmement, d'analyser le projet de loi de finances 2024 sous ses aspects genre et enfance, c'est-à-dire la part du budget réservée à l'amélioration des conditions de vie de la mère et de l'enfant. Quatrièmement, d'apprécier les nouvelles mesures fiscales et douanières contenues dans le projet de loi de finances gestion 2024, notamment la suppression des pénalités, amendes et majorations fiscales aux contribuables qui souscrivent spontanément pour la première fois leur déclaration des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs et qui procèdent au paiement intégral des droits dus. La retraite de ces cadres va durer 5 jours. 8 communications sont prévues avec des experts. À terme, les participants vont accoucher d'un document synthèse du projet de loi de finances exercice 2024 au profit des élus et de toutes les parties prenantes à la session budgétaire qui s'ouvre le 31 octobre 2023. Une importante annonce dans cette session d'information dans le cadre des cérémonies d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 et de décoration des députés dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à prendre part à ces événements qui auront lieu le mardi 31 octobre 2023 au Palais des Gouverneurs. Ces événements vont démarrer à partir de 10h. Autre volet de l'actualité, séance de sensibilisation à l'Assemblée nationale sur les principes qui régissent la discipline au sein de l'administration. L'ensemble du personnel a été sensibilisé la semaine dernière. Démarré lundi, la campagne de sensibilisation a pris fin le mercredi avec le personnel de la direction des services de l'information et de la communication. Les détails avec Gilles Trissa Chidi. Les agents de la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale au sein de l'hémicycle. Dans l'après-midi de ce mercredi 18 octobre 2023, le personnel de cette direction technique a eu droit à cette séance de sensibilisation sur la discipline au sein de l'administration parlementaire. Nous avons eu assez de moissons et beaucoup d'engagement pour que nous puissions véritablement repartir, devenir hommes nouveaux, hommes avec un tâche dessus, pour que l'administration parlementaire puisse revêtir de sa valeur et que ensemble nous puissions poursuivre et surtout atteindre les objectifs que le président de l'Assemblée nationale s'est fixé et a fixé pour l'Assemblée nationale et surtout pour l'administration parlementaire. Et ça a une portée historique et donc c'est une vraie valeur, à savoir que ça a permis à chacun d'entre nous de nous approcher encore un peu plus du contenu de tout ce qui rythme la possibilité de travailler avec beaucoup plus de rigueur, de connaître nos obligations, nos droits, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, afin de mériter le prestige que nous trimballons à savoir à travers le fait que nous travaillons ici à l'Assemblée nationale. Des obligations professionnelles de diverses natures aux droits des fonctionnaires parlementaires, les différents éléments ont été présentés aux agents présents par la chef du service des ressources humaines du Parlement. Un exposé suivi de plusieurs apports. À la DIC, comme nous formons une communauté de travail liée par un même défi, liée par des objectifs assignés par le président de l'Assemblée nationale, nous ne pourrons atteindre ces objectifs que lorsque nous sommes conscients de ce que nous devons ensemble produire du sens. Ce que les Anglais appellent le sense making. Produire du sens, c'est travailler dans la discipline, tout en se respectant mutuellement. Très heureux de cette occasion qui nous est offerte pour que ce rappel nous soit fait. Et je me réjouis que la DECICOM est, je dirais, une séance dédiée, spéciale,
Parce que ce que la DIRCOM constitue comme direction ne peut pas être traité sur les règles de façon stricte et extrême. C'est une formation très importante, surtout pour nous, comme je le disais tantôt. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'à la DIRCOM, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous savons quand est-ce que nous venons ici, mais nous ne savons pas, comme dans beaucoup d'autres directions aussi, quand est-ce que nous devons partir. Au-delà de la direction des services de l'information et de la communication, toutes les autres directions ainsi que les structures affiliées au cabinet du président de l'Assemblée nationale ont également été entretenues sur la même thématique. Une initiative du président de l'institution, saluée de tous pour une administration parlementaire plus efficace et dynamique. Démarrage mardi dernier en France de l'examen en plénière du projet de loi de finances 2024. Ce test avait été rejeté au cours des travaux en commission et en plénière, les positions n'ont pas changé. Pour sauver les meubles, la première ministre Elisabeth Borne fait recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer ce test sans le vote des députés à l'hémicycle. Après les travaux en commission de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2024, les voici dans l'hémicycle du Palais Bourbon ce mardi 17 octobre pour l'examen en plénière. Le projet de loi prévoit une baisse des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux chambres de métiers et de l'artisanat. Une disposition que plusieurs partis politiques ne partagent pas au cours de la discussion générale. La priorité doit-elle être au redressement des finances publiques ou à la protection des Français? Nous faisons clairement le choix de la deuxième option, la seule qui permette la cohésion de la nation. J'en viens maintenant au budget 2024. Le groupe socialiste est en total désaccord avec les hypothèses sur lesquelles vous avez élaboré ce budget. Nous les jugeons beaucoup trop optimistes et, Monsieur le ministre, je le dis sincèrement, j'espère me tromper. Vous êtes en train d'assécher les financements autonomes des collectivités locales avec les impôts de production. Elles n'ont plus ces rentrées d'argent-là. Vous compensez comment? Avec l'argent de la TVA. Mais ça, pour les collectivités locales, ça veut dire plus d'autonomie. Ça veut dire dépendance de l'État en termes de financement public. Ça veut dire la mise sous coupe démocratique de la perfusion de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous ne réalisez aucune mesure d'économie, puisque vous ne baissez même pas les dépenses au rapport du bouclier énergétique que vous avez supprimé. Avec vous, les mesures qui devaient être exceptionnelles se transforment en gabegie perpétuelle. Aussi, nous aurons le courage de nous attaquer aux vaches sacrées de votre politique. La politique migratoire, en priorité, les milliards consacrés au maintien des clandestins. Il faut plutôt relever les défis dès aujourd'hui. Car faire face à nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et réussir la transition écologique dans le délai imparti, pour cela, des moyens supplémentaires doivent être mobilisés. Et ils sont conséquents. Le rapport Mahfouz et Pisani-Ferry les estime à 34 milliards d'euros pour 2024. Êtes-vous à ce point déconnecté, Monsieur le ministre, du portefeuille des Français? À la lecture de ce projet de loi de finances, tout porte à le croire. Rien, ou si peu, pour les Français concernant leur pouvoir de vivre. Un vrai budget, concilions bonne gestion, préparation de l'avenir et réduction des inégalités sociales, passe au préalable, et vous le savez, parce que vous n'osez pas le faire, par la chasse au gaspillage. Près de 5000 amendements ont été reçus par la Commission des finances, qui était obligée de rejeter cette loi au cours des travaux en commission. Elisabeth Borne en a accepté 300 et engage ensuite l'article 49.3 de la Constitution française. Aujourd'hui, le constat est clair. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Ainsi, tout comme l'année dernière, cette première partie du projet de loi consacrée aux ressources et à l'équilibre sera adoptée sans vote des parlementaires français. Et en attendant, les partis La France Insoumise et le Rassemblement national prévoient déposer des motions. Merci.
de s'ensuivre. Madame la Première ministre. À l'appel de la clinique Saint-Joseph de Misérité, des populations de cette commune se sont réunies ce samedi pour être sensibilisées sur le cancer du sein. Tout a commencé par une marche de santé suivie d'une séance de fitness et des communications. Saturnin Jossou, Ben Kevin Achawe y était. Femmes et hommes, tout ouïs dans ce jardin de la mairie d'Accro-Misérité. C'est le point de chute de Octobre Fitness, activité initiée par la clinique Saint-Joseph de Misérité et la mairie des jeunes de la commune pour sensibiliser sur le cancer du sein. On s'est dit qu'il est de notre devoir de sensibiliser la population parce que le cancer du sein aujourd'hui est devenu un fléau. C'est une maladie qui tue vraiment les femmes, surtout en Afrique. Désormais, on voit des cancers du sein chez les femmes jeunes à 35 ans et tout. Donc on s'était dit que c'était important de profiter de ce mois pour pouvoir passer le message, pour que les gens comprennent que c'est vraiment un grand problème. Même si ça ne nous arrive pas à nous personnellement, ça arrive aux gens, ça arrive à notre entourage. Donc il faut insister sur la prévention de cette maladie. Et surtout, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, parler vraiment de l'hygiène de vie, ce qui est très très important. L'alimentation, l'activité sportive, voilà pourquoi on a décidé de le faire au cours d'une activité sportive. Au-delà de cette activité, la clinique organisatrice fait la veille avec les populations. Plus tôt le cancer du sein est dépisté, plus on a de la chance de le contenir et d'en venir à bout. Depuis le 1er octobre, nos portes sont ouvertes à toutes les femmes. Elles viennent à la clinique, on essaie de les sensibiliser surtout sur l'autopalpation parce que les femmes doivent pouvoir examiner entre guillemets elles-mêmes leur sein à la maison. On leur apprend comment faire l'autopalpation et cela se fait depuis le 1er octobre jusqu'à la fin du mois. Nos portes sont ouvertes à toutes les femmes. Au-delà du cancer du sein, c'est du bien-être intégral de la femme qu'il a été question à ce rendez-vous. Entre autres, la question de leur sexualité n'a pas été occultée. Les participants en repartent plus aguerris. Il faut prévenir le mal parce que le cancer, il n'y a pas moyen de le guérir. Donc, il faut qu'on apprenne aux femmes que nous sommes qu'il faut palper les siens, qu'il faut faire le dépistage à temps pour ne pas avoir à gérer ce mal qui est difficile. Donc, c'était de très bonnes impressions. Nous sommes bien contents d'être là et ça s'est très bien passé pour nous. La femme n'existe pas sans l'homme. Nous sommes leur seconde partie et donc elles avaient besoin de notre soutien, raison pour laquelle nous sommes là avec elles. Mes impressions sont très bonnes, particulièrement pour le sport. J'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de notices. Prochainement, je sais comment rester avec mon mari au lit, comment aborder mes enfants et beaucoup d'autres choses. Il est bien de manger sain, éviter de l'alcool, le tabac, se brosser particulièrement la nuit après avoir fini de manger ou prendre un petit cure-dent et prendre un verre d'eau tous les matins sans se brosser. C'est très bon pour la santé. De quoi maintenir au-delà des seins tout l'organisme sain, gage d'une meilleure santé. Des seins qui poussent chez les filles avant même qu'elles atteignent la puberté, ce n'est pas rare. Mais dans certaines familles, cette apparition est vue comme précoce et l'on n'hésite pas à recourir à certaines méthodes pour refouler ce développement physiologique. Sur cette pratique, un spécialiste émet des réserves et alerte sur les risques que cela comporte. Dr Aïkéou Romuald Boton, médecin pédiatre, est au micro de Saturnin Yossou et de Kevin Achawe. C'est vrai qu'en matière de cancer du sein, on parle de beaucoup de choses sur les adultes, mais moi, en tant que pédiatre, en fait, je vais attirer l'attention sur deux choses. Vous avez ce qu'on appelle la crise génitale. La crise génitale, c'est que parfois des petites filles, elles naissent avec des seins, et parfois même elles font de petites règles. Et donc, les mamans, en fait, ont la très vilaine l'habitude de triturer ces seins-là en se disant « Ah, c'est un mauvais truc ». Donc, elles massent, elles triturent jusqu'à ce que les seins disparaissent. C'est très dangereux, en fait, parce que ça prédispose déjà cette petite fille-là à avoir des cellules cancérigènes quand elle sera beaucoup plus grande. La deuxième chose,
C'est lorsqu'elles sont en stade prépubitaire, donc une fille de 8, 9 ans ou bien 10 ans commence par déjà faire ses premières poussées. Les mamans ont peur. Elles se disent, ah non, 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 non. Les seins sont sortis trop vite, les garçons vont les regarder. Et là, on prend des palettes. On tape les seins avec les palettes jusqu'à ce que les seins deviennent complètement tout petits pour voir. Mais c'est très dangereux parce que les seins, ils sont dans une période où il y a beaucoup d'hormones. Donc la poussée de l'hormone associée aux seins qui sont triturés vont exciter les cellules du sein et ça peut provoquer en fait le cancer du sein plus tard quand la petite sera un peu plus grande. Donc en tant que pédiatre, c'est les deux comportements qui sont très dangereux. Quand votre bébé naît avec une crise génitale, les seins où font les règles, n'ayez pas peur. C'est à cause des hormones qu'elle a reçues de sa mère pendant qu'elle était toute petite. Ça va disparaître tout seul. Et quand votre fille, en période de préadolescence, 8, 9, 10 ans, commence par faire des poussées de seins, laissez, c'est le développement naturel et normal des seins. Et ne massez pas, ne triturez pas, et pour que en fait, tout se passe au mieux. L'actualité ce mardi 24 octobre 2023 dans les journaux est passée au pays fin par Gilles Chris Chidi. C'est la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Adieu le programme Doing Business et bienvenue à Business Ready. La Nation rapporte que la Banque mondiale a créé ce nouveau projet en substitution au premier. Cette institution de Bretton Woods a donc commencé à dévoiler aux responsables administratifs et aux chefs d'entreprise béninois les différentes approches ainsi que la méthodologie de ce projet. C'est à travers un atelier national consacré aux spécificités des 10 indicateurs ciblés et à l'élaboration d'un plan de réforme y afférent. Allons à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH avec le quotidien Fraternité qui informe que cette institution est en proie à une crise. Le journal informe qu'il y a des divergences qui prévalent entre le président et ses collègues commissaires, au point où ceux-ci ont confié avoir destitué le président de l'institution Clément Isidore Kapochichi et lui avoir retiré sa qualité de membre lors d'une assemblée générale tenue ce lundi 23 octobre 2023. Le matinal confirme l'information et ajoute que dans le même temps, les commissaires ont désigné la vice-présidente pour assurer son intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président. Le journal précise que dans le même temps, le président déchu réfute les accusations et conteste sa déchéance. Il assure que cette assemblée générale est illégale car une décision rendue le 19 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou aurait suspendu sa tenue. Finissons avec le journal Libération qui nous conduit ce matin dans la commune de Glazoué avec un fait plutôt insolite. Pour avoir gardé et couché avec la femme d'autrui pendant 2 semaines, un jeune homme a vu son sexe s'allonger d'1 mètre, rapporte mon confrère. Comment tout ceci a-t-il pu arriver? Eh bien, il s'agit d'un jeune homme de la trentaine qui aurait hébergé chez lui la femme d'autrui. Le mari, ayant constaté la disparition de sa femme, a contacté ses beaux-parents et découvre que sa femme n'était pas chez eux. 2 semaines après, suite à un malaise, le sexe du jeune homme a commencé à s'enflammer. Prenant le volume, le sexe a évolué jusqu'à atteindre 1 mètre environ. Déposé chez un guérisseur traditionnel, il espère recouvrer la santé. Fin de cette revue de presse. À demain. Le pari de l'agriculture bio est aussi celui des fertilisants naturels. Comment donc les producteurs arrivent à engraisser la terre sans se tourner vers les produits chimiques? Suivez cet élément pour plus de précision. Les exploitants et petits producteurs agricoles le disent, la terre souffre de plus en plus de fertilité. La terre est déstabilisée, déstructurée, elle se fâche et vous voyez tout ce que ça donne comme rendement aujourd'hui. Et j'espère que vous prenez conscience que
pour produire ces engrais-là, les engrais chimiques de synthèse, on utilise les ressources fossiles. Le pétrole, vous savez qu'on utilise 1,5 tonne de pétrole pour produire une tonne d'engrais. Pour croître leur rendement, deux options s'imposent à eux. Utiliser les produits chimiques de synthèse ou imiter la nature, qui a ses propres processus de fertilisation. Vous allez dans les forêts, il y a les feuilles des arbres qui tombent, ces feuilles-là restent là, se décomposent, minéralisent et en retour nourrissent les plantes. Donc nous sommes vraiment dans une forme d'agriculture où nous utilisons des engrais organiques. Et nous fabriquons également des produits pour les traitements des différentes maladies ou des difficultés que nous rencontrons par rapport à nos plantes. S'inspirer de la nature pour engraisser les plants et les champs, plusieurs techniques existent. Voilà ce à quoi ressemble le processus adopté par la ferme École Saint. On a ramené la bouse de vache et cette bouse de vache-là, on l'a traitée, on l'a pré-traitée donc en enlevant les gros morceaux, donc en rendant la bouse de vache un peu sous une forme farineuse. Et après cela, on va ramener la bouse de vache ici, on va l'arroser d'une certaine façon pour que ça soit sur la forme qu'il faut. Et on a mis différents éléments végétaux. Ça peut être soit des feuilles de nîmes, des feuilles de papayer, des troncs de bananier, vous allez voir dans le dispositif ici. Et on met les vers de terre en charge et on va arroser. Les vers vont continuer à décomposer la matière et rejeter leur déjection avec ces bactéries. Et donc, à la fin, par ces robinets, on va récolter un produit liquide dans ces plastiques-là. Et ce produit liquide, c'est le fertilisant. Ici, pour nous, c'est le fertilisant le plus important. Nous l'appelons le thé de lombricompost. C'est le fertilisant le plus important et nous l'utilisons sur toutes les cultures. Si tout le monde est conscient des bienfaits d'une agriculture respectueuse de la nature, certains peuvent s'interroger sur la fiabilité des procédés, les dosages et l'efficacité des fertilisants naturels. Un doute que balaie Bernardin Diossou. Vous voyez, un plastique comme ça, sur un mois, lorsque le truc est opérationnel, vous pouvez récolter environ 50 litres. Et sur 1 hectare, vous avez besoin d'environ 150 à 200 litres selon la culture. Et ça marche. C'est efficace parce qu'on l'utilise de plus en plus aujourd'hui. Les gens veulent quitter le dehors et veulent l'adopter. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens qui sont très loin d'ici, mais veulent l'avoir. C'est comment ils se déplacent pour l'avoir. Et donc, si des gens, par exemple, se positionnent, ils connaissent la technologie, l'adoptent et produisent, ouais, voilà. Des techniques de fertilisation sont souvent inspirées des pratiques agricoles traditionnelles. Elles sont nombreuses, mais très peu vulgarisées. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, au revoir et à bientôt.